Et maintenant, comme promis, on va passer à l'état de l'art. On va accueillir deux scientifiques. Et pour commencer, Jean Sénélard, professeur en informatique linguistique à Paris 7, qui a travaillé pendant plus de 20 ans sur le langage naturel et sur l'intelligence artificielle avant de rejoindre le quantique comme chef de production à Candela. Jean, the floor is yours. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Serge pour m'avoir invité dans cet événement, à Datacraft et à BNP Paribas. J'ai un parcours effectivement qui est un peu hybride. J'ai fait une thèse en informatique fondamentale et puis j'ai basculé dans la team engineer et je suis passé dans le traitement de la langue. J'ai fait pendant 20 ans la traduction automatique dans un secteur où la traduction automatique il y a 20 ans c'est pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de scepticisme. Il y a des gens qui disaient ça marchera jamais. Il y a des gens qui pensaient de toute façon ça sera dans 50 ans. Et la société, la technologie promettait tous les ans, on disait dans 5 ans c'est bon, on a résolu le problème. On a finalement résolu le problème en 2017. J'étais au cœur de l'histoire. À ce moment-là, j'étais directeur général de la société Sistran et on a trouvé, c'est pas nous, mais c'est Google qui a inventé le Transformer. On était au cœur de l'action. On a implémenté la première version de Transformer. J'ai contribué au lancement de PyTorch. C'était un moment qui était excitant. Le monde s'est transformé et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais pour ma part, j'avais fini. J'avais fini parce que le traitement automatique de la langue, pour moi, c'est un problème qui est résolu. J'avais besoin d'un nouveau challenge et je suis passé dans une autre société, le Candela, où on construit des ordinateurs quantiques, donc nouvelle technologie. Candela, c'est une technologie qui est basée sur les photons. Je parlerai pas trop de la technologie de Candela en elle-même. C'est donc vous pouvez plusieurs choix pour le quantique. Candela, elle fait le choix de partir sur les photons uniques. Donc une particule qui a 10-18 joules d'énergie et qu'on manipule pour faire du calcul. Donc à Candela, on est à peu près 150 aujourd'hui. On est à Massy. On a fait plusieurs générations d'ordinateurs quantiques et très récemment, je me suis posé la question de comment je pouvais refaire une convergence entre mon monde de départ, l'intelligence artificielle, et le quantique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a une réalité dans cette convergence, pourquoi elle est nécessaire et quels sont les obstacles qui arrivent sur la route. Quelques photos juste pour la curiosité parce que c'est joli. Juste que c'est des semi-conducteurs qui sont construits à Candela. Donc c'est ce qu'on appelle des sources de photons uniques. C'est une technologie fabuleuse qu'on construit dans des salles blanches. On fabrique des circuits intégrés, des photoniques derrière qu'on intègre. On les met dans des ordinateurs et on développe autour du logiciel. Donc on est ce qu'on appelle full stack. Voilà, ça c'est juste pour la curiosité autour de la société Candela. Alors, il faut se souvenir un peu d'où on était un peu dans l'intelligence artificielle. Quand les Transformers, un peu avant l'arrivée de Transformers, un chatbot c'était ça. Je sais pas si vous utilisiez des chatbots à l'époque, mais vous posiez une question et il y avait du langage qui était généré, c'est sûr, mais il n'y avait pas tellement d'intelligence, pas de réaction. Aujourd'hui, vous connaissez tous quand on pose une question aussi étrange que qu'est-ce qui arrivait d'abord, la poule ou l'œuf, on a une réponse qui est un peu plus élaborée, qui va même au-delà de la question et qui même nous challenge un peu sur ce qu'on cherche à mettre en avant. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, le avant et le après dans l'intelligence artificielle. On peut se poser la question comment c'est arrivé. Donc je parle un peu d'un point de vue méthodologique parce que si on veut se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire pour le quantum, il faut parler méthodologie et comment on est arrivé là. Donc définitivement, il y a eu des nouveaux algorithmes. Il y a eu, mais très peu. Il y a eu Transformer dont tout le monde parle aujourd'hui, quelques autres innovations avant, ce qu'on appelle le tungsten coding, les technologies de pré-training. Enfin, il y a un certain nombre de briques technologiques qui sont arrivées, mais pas beaucoup. On en a peut-être une dizaine en tout qu'on peut sauter. Il y a eu un usage déraisonnable de l'information, de la data. Donc on parlait de big data avant l'IA, mais aujourd'hui on devrait parler de enormous data. C'était en 2015 déjà, on parlait de big data, mais on savait pas de quoi on parlait. Maintenant le big data c'est vraiment big quoi. Et si on compare ce que c'est que le data qui est utilisé pour entraîner ces moteurs par rapport à ce que voit un homme dans toute sa vie, c'est monstrueux, c'est pas raisonnable de penser que on a besoin de toutes ces données pour apprendre une langue. Alors bien sûr, ces moteurs parlent aussi bien que nous, mais nous, on est exposé à 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois moins d'informations que ces moteurs-là.
Il y a eu aussi une innovation majeure, et ça c'est le cœur, c'est le hardware. Le hardware a permis cette transformation, parce que de toute façon, si on avait le big data et qu'on n'avait pas le hardware qui allait avant, on ne serait pas capable d'entrer ces moteurs, et on sait tous aujourd'hui ce que coûte l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Donc en fait, quand on regarde un peu tout ce qui est passé, c'est fabuleux, c'est clair, mais on est aujourd'hui un peu contraint. Quand on réfléchit un peu à tout ça, on se dit en fait on dépend. Il n'y a pas vraiment de nouveaux algorithmes qui arrivent aujourd'hui, donc on dépend de quoi? Des données, et on a plus de données, mais où est-ce qu'elles sont? Et on a besoin de plus de hardware. Donc c'est là où vraiment on commence à voir qu'il y a des limitations. Et quand on regarde un peu, on prend un peu de recul, quand on regarde ce que c'est que le hardware d'aujourd'hui, ces GPU massifs, là, ces B fabuleuses que génère Nvidia, qu'on compare ça à nos ordinateurs portables, à nos téléphones, en fait, on se rend compte que tout ça, on n'a rien inventé, c'est des machines de Turing. En fait, elles font tous la même chose, de manière massivement parallèle, mais elles suivent un paradigme qui est le paradigme le modèle de Turing, qui fait des choses de manière séquentielle et de manière très très déterministe, et on n'a pas le choix. Tous les ordinateurs qu'on peut construire aujourd'hui suivent ce paradigme-là. Donc, on peut continuer, on peut doubler la puissance de calcul, mais il faudra il faudra pour ça prendre des ordinateurs 2 fois plus gros ou continuer à faire des intégrations encore plus incroyables et consommatrices d'énergie. En parallèle arrive le modèle quantique. Alors le modèle quantique, on parlait tout à l'heure, c'est basé sur un certain nombre de faits qui sont les fondements de la mécanique quantique. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce qu'ils sont compliqués et j'ai pas le temps. Mais il faut les connaître. Les connaître, c'est déjà la superposition. Un état peut être dans un état peut être dans deux états superposés. On peut être à droite et à gauche en même temps. Un photon peut passer dans deux chemins à la fois. C'est quelque chose qui est bizarre, mais c'est une réalité. Le photon peut être superposé entre deux états. Une fois que je veux regarder le photon, je perds son information. Donc on a ce qu'on appelle, on réduit on fait le collapse, on réduit la mesure, détruit l'état. Et là, le fait le plus fort, c'est l'intrication. L'intrication, c'est la superposition, mais au niveau de plusieurs particules. Vous pouvez avoir plusieurs particules qui vont agir de manière coordonnée, où qu'elles soient. Et pour le photon, c'est très remarquable, parce que quand on dit où qu'elles soient, elles peuvent être à 10 000 km. Vous pouvez intriquer les photons, les envoyer à 10 000 km l'un de l'autre, et ils sont dans un état superposé. Quand vous allez lire l'un, vous allez résoudre l'information qui est de l'autre côté à 10 000 km. Donc ça paraît inintuitif, ça paraît tout ce qu'on veut. Einstein n'y croyait pas. Ça a été reprouvé par plusieurs prix Nobel, donc c'est une réalité. Et c'est ce phénomène-là, c'est ces trois phénomènes-là qu'on va utiliser. Alors il y en a quelques autres de phénomènes de la mécanique quantique qu'on essaye d'oublier parce ils perdent un peu, ils font que les systèmes sont compliqués à fabriquer, par exemple la décohérence, mais on va surtout utiliser ces faits fondamentaux de la mécanique quantique qui sont ces trois phénomènes pour construire une nouvelle technologie, pour construire un ordinateur quantique. Alors, donc construire un ordinateur quantique, on va essayer d'utiliser, et si on a des phénomènes nouveaux, on va essayer de les utiliser de manière programmable. Donc on va essayer de dire, je vais faire quelque chose que je vais programmer au sens classique qui va utiliser ces phénomènes. Donc on va définir ce qu'on appelle des portes logiques, ou des portes logiques ou des portes photoniques. Pour les photons, c'est un peu différent, mais c'est à peu près pareil. Mais je vais fabriquer des composants que je vais programmer pour essayer d'utiliser ces propriétés de la mécanique quantique pour faire quelque chose qui va me servir, qui va me permettre de faire un programme à la fin. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les preuves multiples que ce nouveau type de calcul, qui est très puissant, va nous permettre de résoudre des nouveaux types de problèmes, va nous permettre de résoudre certains problèmes qui sont ce qu'on appelle NP, des problèmes compliqués, donc pas tous, mais certains seront résolus par les ordinateurs quantiques. Probablement, les problèmes NP-hard ne seront pas résolus. On ne pourra jamais simuler ça à une grande échelle, parce que si on arrive à simuler, ça veut dire que les ordinateurs, le modèle Turing, seraient capables de faire ce que fait une machine quantique, ce n'est pas possible. Mais on a cette nouvelle primitive, cette nouvelle brique à disposition qui va nous permettre de faire des choses nouvelles, qui sortent du modèle de Turing. Alors, juste pour donner l'intuition de ce que c'est qu'un ordinateur quantique, parce qu'on imagine un ordinateur quantique comme un ordinateur, c'est quelque chose, on programme et puis on a un résultat. Oui, mais au cœur, l'ordinateur quantique fait des opérations un peu bizarres. Donc on part avec une collection de qubits, des particules ou des particules artificielles ou des particules réelles qu'on va programmer en utilisant les lois dont je vous ai parlé.
On va les initialiser à un état donné. Par exemple, ici, je mets sur un état 0, 1 certaines particules. Et puis, je vais appliquer des contraintes physiques dessus. Dans des systèmes, on appelle ça des pulses. Dans d'autres systèmes, on appelle ça des transformations, des évolutions. Au fur et à mesure, je vais modifier mon état quantique pour qu'il se modifie. Et le but de cette modification, c'est de fabriquer de l'intrication. Si je fabrique pas d'intrication, je ne fais pas de programme quantique. Parce que c'est l'intrication qui va me donner cette nouvelle capacité. Et au bout d'un moment, j'applique ces opérations plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je fabrique un état quantique compliqué. Et puis, je suis obligé de le mesurer, parce que sinon, je dois revenir dans le monde réel. Et en le mesurant, je collapse tout et je reviens à un état vraiment tout bête. Donc là, c'était 0, 0, 1, 1. J'ai mesuré mon état comme un état classique. Et je recommence. Et je fais ça des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Et à la fin de mon algorithme quantique, ce que j'ai, c'est une distribution de probabilité de différents états. Alors c'est bizarre, j'ai pas fait un calcul au sens classique, j'ai pas additionné des nombres, j'ai pas multiplié des nombres, j'ai pas fait une multiplication de matrices. J'ai fait une distribution, j'ai obtenu une distribution de probabilité à partir d'une séquence d'actions qui était mon circuit logique et que j'ai reproduit. Alors, et tout ça s'encapsule dans un ordinateur. Alors, quand on dit ordinateur, on ment un peu. C'est un accélérateur quantique au sein, en fait, d'un supercomputer, parce que la partie quantique ne fait qu'une toute petite partie du calcul. On peut comparer tout ça avec les autres éléments dont on dispose aujourd'hui. Donc, on a le CPU qui est multitâche, qui va faire des choses de manière un peu universelle, qui est limité en parallélisme. On a le GPU qui est pas très multitâche, qui fait des choses, des multiplications de matrices, qui fait multiplication de tenseurs, quelques opérations très mathématiques, mais de manière extrêmement parallèle. Et on a le QPU qui est très lent, qui fait une seule opération qui est du sampling, mais le sampling, c'est l'opération que je vais montrer avant, implémente des algorithmes qui ne sont pas simulables. Donc on a une nouvelle primitive de calcul qui nous fait des choses qui ne sont pas simulables et qui ne peuvent pas être remplacées par ses deux voisins, le CPU et le GPU. Donc il faut qu'on essaie d'exploiter cette nouvelle composante. Alors, on dit que ça c'est un peu la loi de Moore qui croît, et puis on a l'ordinateur quantique qui va exploser quand la taille de ces ordinateurs quantiques va augmenter. Et il y a 3 périodes qu'on définit. La période d'aujourd'hui avec des petits systèmes qui sont un peu bruités, la période future qui est le fault tolerant où on aura des ordinateurs universels quantiques dans lesquels on pourra faire des algorithmes fabuleux tels que l'algorithme de Shor. Mais entre les deux, on a une période intermédiaire, la période d'utilité, dans laquelle on peut essayer de faire des choses avec l'ordinateur qu'on a aujourd'hui et essayer d'en tirer de la valeur de cette nouvelle primitive de calcul qui sort de nos modèles de Turing traditionnels. Donc, il y a beaucoup de doutes sur cette période. Des gens disent, si c'est simulable, aujourd'hui, on peut simuler la plupart des systèmes qu'on a. Et si c'est simulable, on n'a pas d'utilité. Il y a trop de bruit pour que ça ait le moins d'intérêt. Donc, on a des systèmes qui tournent, qui sont vendus. On a à peu près 120 systèmes dans le monde quantique. Mais il y a des pessimistes qui vont dire, ça sert à rien. Il y a les optimistes qui disent, on va essayer de trouver la valeur de ces ordinateurs-là pour des nouvelles algorithmes. Mais c'est là où arrive le lien avec l'intelligence artificielle. Quand on essaie de comprendre pourquoi on est arrivé au transformer et comment on a fait ces LLM, en fait, on a introduit un certain nombre de modèles dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces algorithmes n'ont pas été écrits sur un papier, sur un tableau blanc. Ils ont été découverts. Et donc, on est passé sur une approche où on a découvert des algorithmes simplement parce qu'on pouvait les faire tourner. Donc, on a utilisé la nouvelle puissance de calcul que les GPU nous ont donnée pour essayer d'aller trouver des algorithmes. Pourquoi le transformer marchait, je ne sais pas. Mais avant le transformer, il y avait une dizaine de modèles qui ont été testés à cette époque-là. Il y avait des papiers qui sortaient tous les mois en disant, là, on a un nouveau truc. Mais on n'avait pas vu que le transformer allait tout changer. Et il a tout changé parce qu'il marchait, c'est tout. Pas parce qu'on l'a écrit pour qu'il marche. Il marchait. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut trouver des algorithmes qui auraient le même intérêt en quantique, avec l'idée que le transformer lui-même, on peut dire c'est juste des multiplications de matrices. Oui, mais d'accord, c'est une multiplication de matrices, mais quand vous avez dit ça, vous avez rien dit. Vous avez une primitive qui est le transformer qui vous fait des choses un peu bizarres. Et cette primitive vous a donné les LLM qu'on a aujourd'hui. Donc la question, c'est pas de savoir si je peux simuler, parce qu'un transformer c'est 100% simulable puisque ça tourne sur GPU, mais qu'est-ce que ça nous apporte comme valeur ajoutée nouvelle. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que on peut voir avec un peu de recul que en fait on a mis ensemble des éléments classiques pour arriver à un algorithme, quelque chose de nouveau et qui apporte de la valeur. Donc est-ce que grâce
à des algorithmes qu'on peut simuler, des ordinateurs qu'on peut simuler aujourd'hui, je pourrais obtenir la même valeur, en fait. Donc ça, c'est un peu l'idée fondamentale. Alors après, donc ça nous fait arriver au quantum machine learning. Quand on parle de quantum machine learning, il y a un certain nombre d'opportunités de challenge. Donc, souvent on parlait tout à l'heure, il y a un gros problème, c'est qu'un ordinateur quantique, c'est très limité en mémoire, c'est lent, et si vous voulez faire du calcul dessus, vous devez mettre les données sur l'ordinateur, sinon vous pouvez pas faire de calcul avec. Et donc, on peut pas imaginer aujourd'hui, ni demain, ni même dans 100 ans, qu'on puisse mettre des terabytes de données dans un ordinateur quantique, c'est pas fait pour ça. Donc, il faut qu'on change la manière de penser autour de ça. Par contre, un ordinateur quantique fonctionne naturellement sur un espace de calcul qui est gigantesque. Avec 32 qubits, vous travaillez sur un espace de calcul de taille 2 puissance 32. Avec 100 qubits, vous travaillez sur un ordinateur un espace de calcul 2 puissance 100 qui dépasse tous les ordinateurs combinés aujourd'hui dans le monde. Donc, on a des nouvelles primitives qui peuvent nous donner des nouvelles opportunités. On a des nouvelles manières de procéder, par exemple ce qu'on appelle les circuits variationnels. On a des propriétés uniques, cette intrication qui arrive, qui peut être vue comme une espèce de parallélisation de plusieurs calculs à la fois. Et on a des nouvelles approches de l'utilisation de ces ordinateurs-là. Alors je vais juste faire un petit wrap autour de ce que c'est que le quantum machine quantum machine learning aujourd'hui. Donc, c'est pas nouveau, hein, ça sort pas de maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des papiers qui sortent sur le quantum machine learning, il y a des dizaines de milliers de papiers qui ont été publiés dans plein de technologies, donc dans les atomes, dans les photons, dans les ordinateurs supraconducteurs. Mais il y a une caractéristique de toute cette communauté, c'est que c'est assez compliqué de savoir ce qu'il en est, en fait. Quand vous regardez un papier de quantum machine learning, vous avez plein de claims, ça marche mieux, ça marche bien, c'est une étape intermédiaire pour l'ordinateur de demain, mais vous n'avez pas quelque chose de tangible tel qu'on l'avait dans l'intelligence artificielle. En intelligence artificielle, le transformer a marché parce qu'on avait des benchmarks et on pouvait dire ça me fait gagner 5 points sur mon benchmark. À l'époque, c'était par exemple Bleu qui était en traduction automatique. C'était le benchmark qui nous permettait de dire ça marche, je peux reproduire. Prenez-le, essayez-le, ça marchera aussi pour vous. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. On a beaucoup de claims, des centaines de milliers de claims, des dizaines, des milliers d'équipes qui travaillent dessus. On n'a pas de reproductibilité parce qu'on n'a pas beaucoup d'hardware et c'est très compliqué de comparer les claims entre eux et avec le classique. Donc nous, de notre côté, ce qu'on a fait, on a sorti un framework qu'on appelle Merlin. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de Merlin, mais l'idée de Merlin, c'est d'essayer de faire un lien entre la partie quantique et la partie AI, de dire si on doit trouver quelque chose dans le quantique aujourd'hui, dans ce cas-là, il faut avoir la même méthodologie que ce qu'on a fait pour l'AI. Il faut qu'on soit capable de reproduire, il faut qu'un data scientist puisse faire un algorithme, le tester, le lancer avec tous les paramètres qu'il veut et être capable de dire s'il y a un gain ou pas de gain. Donc c'est là où on a fait un lien, on fait le lien aujourd'hui avec les GPU. On assume que Merlin, donc c'est un framework quantique qui tourne sur du GPU. Pourquoi ? Parce que les GPU aujourd'hui sont capables de faire tourner des plus gros ordinateurs, des ordinateurs même avec moins de bruit que les vrais ordinateurs quantiques. Donc on fait ça pour massivement donner à disposition à la communauté la capacité de reproduire et de découvrir des algorithmes. Alors je vous donne quelques exemples. Par exemple, donc Merlin, c'est un framework, donc il y en a d'autres. Il n'y a pas que Merlin. Nous, c'est Merlin parce que nous on travaille dans la photonique, mais il y a par exemple PennyLane qui est un peu similaire, qui est un framework américain. Ça s'intègre dans PyTorch. Donc là, vous voyez un réseau de neurones dans lequel je fais des couches linéaires, des couches non linéaires, et puis une couche quantum au milieu. Donc je dois être capable de pouvoir définir, je mets ma brique dans un ensemble de briques et je teste ce que ça donne. Donc on peut faire ça, on peut faire une couche parallèle, là où on fait ce qu'on appelle de l'annotation quantique. La branche de droite, on annote avec un ordinateur quantique, et la couche de droite, on fait rien, et puis après on met tout ensemble dans des couches linéaires ou ce qu'on veut derrière pour manipuler cette information-là. On peut imaginer faire des discriminateurs quantiques. On peut faire à peu près toutes les tests que vous pouvez faire sur des réseaux de neurones modernes. Vous pouvez les faire en mettant une couche quantique un peu partout. Vous pouvez combiner des technologies différentes. Par exemple, ici on combine du PennyLane avec du Merlin. PennyLane c'est plutôt sur du supraconducteur, Merlin c'est sur du photonique. On le combine pour faire un système neuronal qui est doublement quantique avec deux technologies à l'intérieur. Et pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à trouver. Donc, on a cette nouvelle primitive de calcul qui est incroyable, qui fait des choses bizarres, et on veut essayer de l'utiliser de la même manière qu'on a pu mettre le transformer en avant et utiliser le transformer pour créer de la valeur.
Et donc, il faut qu'on utilise cette capacité de calcul qu'on appelle non conventionnelle. Rappelez-vous, s'il y a une chose à se rappeler, ça ne peut pas être décrit par un modèle de Turing, qui est le modèle qui gouverne tous les ordinateurs d'aujourd'hui. Donc on a un nouveau truc, un nouvel outil, un nouveau jouet depuis 200 ans en informatique. Si on remonte à la première machine de Babbage en 1880, c'était une machine de Turing, avant même Turing. Aujourd'hui, on a un nouvel objet, quelque chose qui nous permet de faire quelque chose de différent. Donc il faut qu'on découvre les workflows qui permettent de l'utiliser. Alors pour ça, il faut dire qu'est-ce que c'est que la valeur. Est-ce que la valeur, c'est utiliser moins d'énergie, comme disait Su Young avant? Est-ce que c'est faire des calculs plus rapides? Est-ce que c'est avoir plus de précision? Il faut définir ce que c'est que la valeur. Ensuite, il faut partir sur l'expérimentation massive, comme ce qu'on a fait dans le monde de l'AI, qui nous a permis d'arriver sur le quantum. Et il faut qu'on ait une méthodologie qui soit exactement la méthodologie de l'AI. Donc c'est aussi pour ça, c'est un peu un forum pour moi aujourd'hui, c'est que pour que qu'on arrive à trouver l'utilité au quantum, il faut faire ce que l'AI a fait, c'est avoir une communauté d'utilisateurs qui est guidée par des benchmarks et qui ne fasse que des algorithmes qui puissent être reproduits, des publications en open science, comme ce qui a fait le succès de l'intelligence artificielle. Pour conclure, on a un nouveau paradigme en informatique incroyable. Ça, personne ne peut en douter. C'est un nouveau jouet pour tous les théoriciens, pour les algorithmiciens, mais c'est aussi un nouveau jouet pour l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui des applications qui montrent des intérêts, mais il y a encore plein de choses à découvrir. C'est fabuleux. On est un peu dans les années 2014 de l'intelligence artificielle. Donc, voyez ce qui s'est passé en 10 ans. Tout peut changer. Bien sûr, ça va dépendre de ce qui se passe dans le hardware. Mais la vraie valeur de tout ça viendra de ce qu'on peut faire dans l'expérimentation, dans l'itérativité des algorithmes qu'on peut lancer et relancer, reproduire. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci Jean. J'imagine que vous avez plein de questions. Il y a une question au fond de la salle. Pour les gens qui sont à distance, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous répondrons ou en live ou en différé à toutes ces questions. Attendez, il y a le micro qui est là et il arrive vers vous après. Merci. Bonjour. C'est plus une question sur la partie quantique. Si aujourd'hui on arrive à faire des intrications quantiques, est-ce qu'on a des perspectives, ou du moins qu'est-ce qui peut nous empêcher de pouvoir permettre de propager l'information, justement, et de pas forcément l'utiliser uniquement pour l'ordinateur quantique, mais pour le partage de l'information en utilisant la propriété du fait que les intrications quantiques permettent justement de propager une information instantanément. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qui est possible, ou Alors sur l'instantané, on n'ira pas plus vite que le photon, donc on a la même vitesse que le photon, mais effectivement ce que vous dites, c'est utiliser l'intrication pour faire de la communication quantique. Donc c'est tout un secteur de recherche qui est à côté de la quantum computing et la quantum communication, qui permet de faire des communications sûres. En utilisant l'intrication, on peut garantir qu'un message n'aura pas été lu, puisqu'en fait si on fait porter l'information par 2 photons, si quelqu'un le lit au passage, on perd l'état intriqué. Donc effectivement, c'est tout un pan de recherche gigantesque et qui a des implications fabuleuses sur la communication quantique. Merci. Deuxième question. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si aujourd'hui le photon est considéré comme l'objet support de l'information le plus stable. J'avais entendu parler de différents supports finalement qui peuvent porter l'information de la technologie quantique. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, le photon est considéré comme le plus stable? Alors, là, je n'entrerai pas dans les débats plus ou pas, mais par contre, le photon est la seule particule qui peut se propager pour porter l'information quantique. Donc, quand vous devrez connecter 2 ordinateurs quantiques d'un point A à un point B, vous utiliserez un photon entre les 2. Donc, ça, c'est comme les ordinateurs aujourd'hui communiquent avec des fibres optiques. Donc, ça, c'est le point. Après, le photon a plein de belles caractéristiques. Le photon ce qu'on appelle ne décohère pas. Il ne peut pas perdre son information quantique. Sauf s'il rencontre un photon qui est exactement identique sur son chemin, mais c'est impossible. C'est exceptionnel. Par contre, il a d'autres caractéristiques qui sont un peu plus néfastes. Par exemple, le photon se fait absorber. Donc, dans une fibre optique, si vous avez 0,1 dB de transmission, pour du laser, c'est pas très grave. Pour un photon, si jamais on perd toute l'information. Donc, voilà, il y a d'autres propriétés qui sont un peu plus compliquées à gérer pour les photons. Merci. Merci beaucoup. Une question devant. Je vais lui donner mon micro. Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai 2 questions. On a beaucoup parlé de reproductibilité et il y a un domaine du ML qui manque un petit peu de reproductibilité comparé aux autres, ça va être le RL.
Est-ce qu'on fait des parallèles entre le RL et le quantique, notamment sur les benchmarks? Historiquement, c'est un domaine qui a quand même beaucoup moins eu cette capacité à comparer les résultats, avoir de la reproductibilité, etc. Est-ce qu'on s'en inspire? Et ma deuxième question, c'est plutôt sur l'évolution des transformers et du hardware. Il y a toujours eu une sorte de symbiose entre les deux, avec un petit peu de bon sens paysan, notamment chez Google à travers Noam Chazir, etc., sur le fait de co-construire à la fois les algos et à la fois le hardware. À quel moment on va passer de cette étape d'exploration à de l'exploitation? Et est-ce qu'il y a des contraintes aujourd'hui hardware dont on sait qu'on ne va pas pouvoir se séparer pour construire des algorithmes ensuite? C'est deux questions qui sont super fondamentales. Sur la deuxième, c'est passionnant parce que en fait, c'est aussi une des raisons cachées de tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est comment on va découvrir un circuit, un algorithme, donc une architecture quantique qui nous permettra de résoudre un problème. Et cette co-construction, elle est fondamentale aujourd'hui. C'est très compliqué de construire un ordinateur quantique. Donc, si jamais on arrive à trouver une application pour un algorithme en faisant un design particulier, ben on aurait gagné. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental. Sur la partie reinforcement learning, je suis pas assez expert pour pouvoir répondre, mais je connais. Et c'est aussi un peu un appel à la communauté AI de s'emparer de ces problèmes-là. Donc c'est au contraire, je vous revois la question sur cette partie-là. Merci beaucoup. Une dernière question et puis après on va laisser la main au prochain speaker. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je rejoins mon collègue, c'était très intéressant. Alors, j'ai deux questions, mais normalement la première elle va être assez rapide. Vous avez parlé tout à l'heure de l'algorithme de Shor. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que je peux résoudre l'algorithme de Shor dans une feuille Excel pourvu que j'ai la puissance de calcul nécessaire, qui peut aller à l'infini? On est d'accord que ça marche aussi? Ça marche aussi. Enfin, c'est ça, okay. Dans la mesure où je peux toujours simuler, mais je peux pas pratiquement simuler. Voilà. Donc. Mais ok, donc c'est juste pour être sûr que j'avais bien compris. Et deuxième question, sur le hardware, on en a parlé aussi. À quoi ça ressemble, donc dans le cas des photons, ce que vous utilisez à Candela, le fait de superposer l'état zéro, donc la porte Hadamard, concrètement, qu'est-ce que c'est? Des lasers, c'est des miroirs, c'est des champs magnétiques, c'est quoi? Alors c'est super simple, vous prenez un photon unique, donc il faut imaginer cette particule, donc c'est un peu difficile à imaginer parce qu'on la voit pas, mais on la fait passer dans ce qu'on appelle une lame séparatrice. C'est juste un miroir semi-réfléchissant, et donc la lumière classique elle a deux possibilités, soit elle se réfléchit, soit elle passe à travers, et donc on a une ratio entre la partie qui est réfléchie et celle qui passe à travers. Le photon il est à la fois réfléchi, il passe à travers. Donc vous avez créé un état superposé simplement avec un miroir semi-réfléchissant. Pour la première question, elle est vraiment passionnante, je le redis. Aujourd'hui, on est un peu intimidés tous par la mécanique quantique, mais on sait exactement comment ça marche. Donc, on est capable de faire l'algorithme sur papier, le simuler sur papier. On est capable de dire, faites-moi un ordinateur qui simule un ordinateur de 1000 qubits. C'est impossible à réaliser, mais on sait le faire. Donc, il n'y a pas de magie derrière. Et donc, ça, c'est fabuleux, c'est rassurant aussi pour les informaticiens comme moi. Merci beaucoup pour vos questions. Merci encore, Jean.